Bonjour à tous, ravie d'être avec vous cet après-midi. Donc, Ilona Hudvol, en charge de la Manufacturing Academy, école de la fabrication chez Renault. Donc, on a en charge les compétences de l'ensemble des 67 000 personnes dont on parle aujourd'hui au sein de l'industrie, donc de toutes nos usines, de toute l'activité process et de la supply chain. Donc, moi, j'étais 20 ans en fabrication. Je suis ingénieure en mécanique de l'INSA de Lyon. J'ai commencé comme chef d'équipe. Ensuite, j'ai été chef d'atelier. Donc, je suis assez fière de dire que j'étais la première chef d'atelier maintenance de l'usine de Cléon. Et puis ensuite, j'ai fait un peu tous les métiers de l'industrie, responsable logistique, responsable process. Voilà. Alors, je vais donc vous parler de l'évolution des métiers chez Renault, mais aussi au sein de la filière automobile. Donc, pour commencer, donc, ce que vous voyez là à l'écran, on va déjà parler de l'accompagnement de la transformation au sein de notre entreprise Renault, qui illustre en fait les trois grands piliers de la transformation dans la filière automobile. Alors, ça va tout à fait faire écho à ce qu'Éric vous a expliqué dans la première partie de ce webinaire. Donc, notre directeur général, Lucas Di Meo, a décidé de lancer une université d'entreprise dédiée spécifiquement à la transformation de l'entreprise, à l'accompagnement de cette transformation qui s'appelle Renault University. Donc, c'est de l'anglais. Renault comme reconversion, avec le jeu de mots pour Renault. Et donc, sur les trois pôles qui sont la transformation électrique, la transformation écologique et l'économie circulaire, et puis tout ce qui est data, logiciel et cybersécurité. Donc, avec une volonté d'accompagner plus de 10 000 collaborateurs d'ici 2025 dans cette transformation avec des programmes assez lourds de montée en compétences ou de reconversion. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que ce qui est assez nouveau dans notre manière de faire, c'est que la transformation est tellement profonde, tellement rapide, tellement importante, qu'on se dit qu'on ne peut plus la mener seule. Les programmes de formation coûtent très cher, donc il faut qu'on le fasse en partenariat avec d'autres entreprises et surtout en partenariat avec des organismes pédagogiques, voire avec l'éducation nationale via les campus des métiers et qualifications, puisque ces programmes de formation peuvent servir à plusieurs entreprises de la filière, mais surtout, ce que l'on souhaite, c'est qu'ils irradient dans les organismes de formation continue ou auprès de nos jeunes dans les formations initiales. Et on pourra vous donner des exemples où on est en train de faire des programmes électriques avec Faurecia et avec Volvo, mais aussi avec le CNAM, avec des écoles d'ingénieurs et avec justement l'éducation nationale pour pourquoi pas mettre une partie de ces programmes en option dans des bacs pro ou des bacs techno avec des TP qui peuvent être faits dans nos centres de formation, dans nos usines. Donc là, on est pour l'instant sur la Normandie, mais on veut aussi se le faire sur le Nord parce que la filière automobile est plutôt dans le nord de la France. Voilà, ça c'est pour poser le cadre. Je ne vais pas rentrer plus avant sur ce que l'on fait chez Renault pour répondre à vos questions. Là, on va commencer à rentrer un peu plus, on va plutôt avoir une vision un peu générale de l'évolution des compétences. Donc, je vais m'appuyer sur un document. Je peux continuer sur le slide suivant. Je m'appuie sur un document qui est très intéressant et qui est public, qui a été construit par l'Observatoire de la métallurgie, qui date d'avril 2021 et qui porte justement sur l'évolution des compétences et des métiers dans la filière automobile. Donc, vous tapez Observatoire de la métallurgie et vous pouvez avoir l'intégralité des slides que je vais vous montrer et d'autres sur Internet. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est la vue générale de la transformation de la filière automobile. Alors, la filière automobile en France, entre les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants et l'ensemble de l'écosystème, c'est plus de 250 000 emplois en France, basés plutôt dans le nord de la France pour les constructeurs, mais sur l'ensemble du territoire pour les équipementiers. Donc, c'est quand même un panel important d'emplois. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est en 2016, on disait que le top de la transformation, c'était l'usine du futur, donc tout ce que vient de vous présenter Éric Martiol. On ne le retrouve plus en 2020, ce qui est assez étonnant, puisque c'est vrai que dans nos entreprises, dans nos grandes entreprises, la transformation, elle est en cours. On a encore beaucoup de choses à faire sur la data, et vous allez voir, on a besoin de nouveaux métiers. Par contre, dans les petites et moyennes entreprises, cette transformation, elle est en cours ou elle n'a pas encore eu lieu. Et il y a des organismes qui les accompagnent
Donc, l'usine du futur reste un vrai sujet de la filière, même en 2020. Ensuite, vous voyez l'électrique, vous voyez l'hydrogène, et vous voyez aussi la neutralité carbone et tout ce qui est économie circulaire. Alors, je vais y revenir après sur l'économie circulaire. On peut passer au slide suivant. Donc, sur ces métiers en transformation, je vais vous parler des métiers qui continuent, des métiers qui émergent. Je vais vous parler aussi des métiers qui sont en décroissance. Mais avant, je vais vous parler, dès qu'on aura le slide suivant, vous verrez ces 3 chapitres, mais je peux vous le faire oralement déjà. Merci. Donc, il faut voir aussi au-delà des évolutions technologiques. Et dans vos métiers de professeur, vous savez à quel point il est important aussi d'entraîner nos élèves, nos jeunes, nos étudiants à savoir interagir avec les autres, à savoir travailler dans un groupe de travail, finalement de voir qui sont les leaders, qui sont les suiveurs, mais on a aussi besoin de gens qui sont très rigoureux et pas forcément des leaders, mais qui vont faire le job, qui vont faire le boulot, qui vont aller dans le détail. Voilà finalement comment chacun se positionne dans un groupe. Et on va avoir de plus en plus besoin de ces compétences comportementales, de savoir travailler en écosystème. Quand on a de la data, demain, quand on aura de la data, ça va nous aider aussi à travailler avec les autres. On est dans une usine, on est technicien ou ingénieur en maintenance, on a plein de données, on doit faire des interventions sur des machines, sur plusieurs lignes de fabrication. Peut-être, mais le système demain nous dira « Ah, attention, toi, tu dois intervenir, il y a une urgence sur telle et telle machine, mais par contre, la supply chain doit livrer en priorité tel et tel produit, donc il faudrait éviter d'arrêter telle chaîne, parce que là, on a des demandes clients qui sont urgentes. » Et donc, je décroche mon téléphone, j'appelle mon collègue de la supply chain et je lui demande et je discute avec lui. Donc, la data, c'est aussi au service de ce travail collaboratif entre services, de casser ce que nous, on appelle casser les silos pour mieux travailler ensemble et être plus efficace. Donc, finalement, capacité à comprendre les autres, capacité à s'intégrer dans un groupe, capacité à prendre des décisions avec les autres et à se positionner avec les autres. Et bien sûr, les capacités managériales et de leadership seront d'autant plus importantes et nous travaillons. Nous avons lancé une masterclass pour donc une formation de management pour nos dirigeants d'usines pour savoir comment ils doivent maintenant se comporter avec de la data en temps réel vis-à-vis de leurs collaborateurs pour ne pas être tout le temps sur leur dos, mais bien savoir gérer l'information au bon niveau, continuer à savoir déléguer. Donc, on aura aussi besoin de ces capacités managériales. Il y a une chose qui est très importante, c'est on a eu pendant longtemps des parcours de carrière, en tout cas dans nos grandes entreprises, qui étaient finalement assez classiques. Eric et moi en sommes un parfait exemple. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les parcours de carrière vont être évolutifs. Ce qu'un jeune va faire en sortant de ses études, quel que soit son niveau aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qu'il fera dans 5 ans, c'est peut-être pas ce qu'il fera dans 10 ans, c'est peut-être pas ce qu'il fera dans 15 ans. On dit que 30% des métiers dans 10 ans, on ne les connaît pas encore, tellement les choses changent vite. Donc, il faut aussi donner à nos élèves des compétences en termes d'adaptation, savoir ne pas avoir peur du changement, ne pas avoir peur des choses qui changent, s'adapter aussi aux aléas, on le vit depuis 2 ans, et aux changements permanents. Je surveille l'heure, donc il y a des choses que je vous laisse lire et que je ne commande pas pour pouvoir passer au cœur du sujet. Donc, on a aussi à assurer les basiques techniques. On peut faire de la data, on va parler d'économie circulaire, on peut parler de leadership, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, tout ça, c'est quand même régi par les lois fondamentales de la mécanique, de la mathématique, de la physique, savoir s'exprimer oralement ou par écrit. Donc, nous, le message qu'on passe toujours, c'est OK, il faut des nouvelles compétences, mais surtout, il faut assurer les basiques de nos domaines techniques, parce que sinon on n'a pas des bons professionnels. Alors, avant de passer sur les nouveaux métiers, on a aussi des métiers qui sont en… Je vois, on n'entend pas. Si c'est bon, vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend toujours. Souci. Okay. Donc, dans le slide suivant, voilà. Donc, dans le slide suivant, alors avant de passer aux compétences qui baissent, on a les compétences digitales et les compétences d'économie circulaire. Ça, c'est ce qu'il va falloir qu'on mette dans tous les programmes.
technique. Du moment qu'on parle de technicien, d'ingénieur, c'est avoir des notions, une acculturation sur le digital, une acculturation sur ce que c'est que l'économie circulaire. Nous, c'est ce qu'on fait en interne. On essaye d'acculturer, c'est-à-dire donner cette culture de base à tout le monde. Vous voyez la liste des métiers qui sont plus spécifiques, dont on va avoir besoin sur la data. Donc, bien sûr, data analyst, data scientist, qui sont plutôt des métiers de Bac+5, des automaticiens, qui sont des niveaux Bac+3, Bac+5, l'intelligence artificielle, la simulation aussi. On travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'on a des ateliers qui sont en simulation, puis on regarde si le robot il se déplace bien, il ne va pas taper dans une machine. Donc, tout ce qui est simulation aussi, ce sont des nouvelles compétences. Sur l'économie circulaire, je vais passer assez rapidement. Vous voyez en haut à droite, on a les termes qui correspondent au métier ou au domaine de compétences de l'économie circulaire dans l'industrie. Donc, éco-concevoir un produit, éco-concevoir un process, analyser le cycle de vie. Finalement, jusqu'à présent, on prenait des ressources dans la terre, même des métaux rares, on fabriquait, on utilisait le produit, la voiture, et puis à la fin, nos voitures sont déjà à 90% recyclables, mais voilà, on recycle de plus en plus. Ce qu'on souhaite faire dans n'importe quel d'ailleurs produit, c'est qu'on ne prenne plus de nouvelles ressources dans la terre, mais on va chercher des produits anciens pour les recycler et faire des nouvelles matières. On va allonger la durée de vie, et tout ça, ce sont des nouvelles compétences. Donc, vous voyez que sur les métiers de technicien et d'ingénieur, j'en ai listé quelques-uns des nouveaux métiers qui vont apparaître. Je fais juste un zoom sur les métiers de la supply chain. La supply chain va être transformée en profondeur avec cette digitalisation pour qu'on sache les produits dont le client a besoin, et en même temps on commande et on suit sur l'ensemble de la chaîne de valeur le produit. Bien sûr, les transports sont tout à fait touchés par la décarbonation, ce qui se passe dans les usines aussi avec les engins de manutention. Il faut diminuer les trajets, le CO2, etc. Et les métiers de la supply chain sont souvent méconnus par nos jeunes. Alors moi, j'ai des enfants qui viennent de sortir du lycée, donc j'en sais quelque chose. Et donc, moi, je vous invite aussi à vous renseigner sur les métiers de la supply chain, qui sont des métiers dans lesquels il y a des besoins qui sont complètement transverses aux métiers de l'industrie et qui sont des très beaux métiers dans lesquels on peut aller Bac+2, Bac+3, Bac+5. On peut passer au slide suivant. Alors, avant de vous montrer le slide de tous les nouveaux métiers, je vous parle un peu des métiers qui sont en recul. Donc, je vais prendre, pareil, je ne vais pas tout lire, je vais juste focaliser sur des choses qui sont déjà assez connues. Vous avez en haut à gauche les métiers de la fonderie. Le moteur électrique est en aluminium. Il y a de moins en moins de fonderies fonte. Alors, il y a peut-être d'autres industries qui utilisent la fonderie fonte, mais côté filière automobile, ce sont des métiers qui sont en décroissance et on va avoir besoin de moins de fondeurs. Et les ingénieurs mécaniques, en tant que tels, vont être beaucoup transformés en mécatroniciens, c'est-à-dire des ingénieurs qui vont faire à la fois de la mécanique, mais aussi de l'électronique. C'est tous ces petits systèmes qui sont pilotés par l'électronique, tous ces petits systèmes électriques, les capteurs, et qui sont pilotés par des logiciels. Donc, et ingénieurs mécaniques vont devenir ingénieurs mécatroniciens et électromécaniciens. Et on revient sur nos automaticiens. Et puis en bas à droite, ce que l'on voit, c'est on a les métiers qui sont plus des métiers d'exécution, qui sont depuis des années en décroissance parce qu'on est moins opérateurs que conducteurs d'installation de lignes automatisées. Les opérateurs de maintenance, il y en a moins. On va plutôt être sur des niveaux supérieurs en maintenance, de techniciens, parce que les activités de base de la maintenance, de petite réparation et de petite surveillance sont faites justement par ces conducteurs d'installation. On continue sur le slide suivant. Donc là, on va voir maintenant les métiers qui arrivent ou les métiers qui vont être en tension d'ici 2025. Pour l'instant, on est sur les métiers. Voilà. Alors, bon, vous voyez, ce qui est assez positif, c'est que finalement, les métiers qui sont en décroissance, il y en a moins que des métiers qui arrivent. Donc, on va prendre le concevoir et le rechercher qui est en haut à gauche. Donc, c'est bien les métiers en développement ou en tension à l'horizon 2020-2025.
Donc, la petite flèche, elle vous dit que tout ça, c'est lié aux véhicules électriques hybrides, à l'arrivée des batteries, des bornes recharge, de la digitalisation et des véhicules autonomes. Qu'est-ce qu'on appelle un véhicule autonome? C'est un véhicule dans lequel il y a des tas de capteurs qui vous dit quand vous sortez de la voie sur l'autoroute. Donc, c'est du traitement électronique, c'est de la captation du traitement électronique et ensuite de la commande du véhicule. Donc, c'est vraiment de l'électronique. Donc, je ne vais pas tous les passer en vue parce que vous les voyez, je vais essayer de commenter quelques focus. On voit pas mal de choses sur la chimie, électrochimie, thermodynamicien. Ça, c'est lié à la batterie. Donc, la batterie, pour nous qui sommes des mécaniciens ou des gens qui travaillent sur la tôle, sur le métal ou sur l'électronique, eh bien, on voit arriver des métiers de chimie qui sont complètement nouveaux pour nous et on va devoir, même en interne, convertir des personnes vers des métiers de l'électrochimie. Il y avait une question tout à l'heure dans le chat sur les matériaux. Ça fait des années, effectivement, qu'on travaille sur des matériaux plus légers, donc ça reste toujours vrai. Bon, on vous voyait arriver tout ce qui est intelligence artificielle, mécatronicien, aussi bien sur le véhicule autonome va demander beaucoup d'électronique que sur nos process, on a beaucoup d'automatisme, beaucoup d'intelligence artificielle, finalement, c'est les mêmes compétences. Après, on aura des personnes qui iront plus vers la conception produit ou la conception process. Vous voyez, les ingénieurs sûreté de fonctionnement, on est beaucoup plus sur la cybersécurité, donc avec des informaticiens, pour ne pas se faire hacker, pour que les données ne soient pas récupérées par des hackers, donc pour protéger nos systèmes. On a aussi les architectes logiciels et des ingénieurs développement, pareil, qui travaillent beaucoup sur les données dans les véhicules. Et puis, on retrouve tout ce qu'on a dit auparavant, donc les ingénieurs et les experts en simulation, les data analystes, les data scientists, et puis les ingénieurs électronique de puissance, électronique embarquée, qui tournent autour de l'électronique. Donc, vous voyez qu'on voit beaucoup de métiers d'ingénieurs. On a aussi sur l'ensemble de ces métiers des niveaux de techniciens, notamment dans l'électronique et dans l'automatisme dont on a besoin dans nos usines. Je vais aller sur la partie droite, parce que ça, on va rester un petit peu longtemps sur ce slide. On a dans produire et installer et maintenir ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire qu'on a des conducteurs d'installation pour des lignes de production automatisées et c'est là aussi où on va faire des parcours de formation qui sont différenciants en fonction de lignes de production d'usinage, mais avec la diminution du moteur thermique, on aura de moins en moins d'usinage. Par contre, on va former des gens au bobinage, au moteur électrique, à l'assemblage. On a beaucoup aussi de soudure parce que les packs batteries sont faits en aluminium soudé. Donc, on va avoir aussi beaucoup de soudure. Vous voyez ensuite ces agents de production sur lesquels on est sur des bac plus 1, bac plus 3, bac plus 2, bac plus 3, dans les différentes filières de BTS, de DUT, maintenant bac plus 1, on travaille sur un bac plus 1 CNAM à Rouen qui va sortir l'année prochaine. Qui sont donc plus ou moins spécialisés sur les systèmes de production automatisés. On a aussi des contacts, notamment avec le CNAM, mais aussi avec l'Éducation nationale, sur des options, donc sur la digitalisation, donc tout ce qui est data pour ces pilotes de systèmes de production automatisés. Donc, c'est une personne qui a 4-5 machines, elle doit assurer la qualité, elle fait les contrôles qualité, elle s'assure également de la maintenance de premier niveau et du dépannage de premier niveau. Alors, je crois qu'il y a encore un slide qu'on peut afficher, mais je ne vais pas forcément lire. Peut-être que dans le temps qui nous reste, moi, j'ai passé les messages principaux. Est-ce qu'on passe plutôt sur des questions? Parce qu'après, là, je vous laisse à l'écran finalement tout ce que je vous ai dit, mais traduit en compétences par grand domaine. Donc, c'est une autre vision des choses qui est aussi très intéressante. Merci à vous. Est-ce que un certain nombre de questions pourraient être prises au sein du chat? Si quelqu'un veut ouvrir son micro éventuellement, pour poser une question à l'un ou l'autre de nos intervenants. La première étant toujours la plus difficile. Alors, on avait une question qui apparaît là sur l'alternance. Qu'est-ce que vous faites en alternance, la proportion
des programmes avec lesquels vous pouvez avoir un partenariat, quelle que soit l'institution de formation, qui se base sur le modèle de l'alternance? Alors, on embauche autant des jeunes sortant de l'école qui sont en alternance qu'en formation traditionnelle. En formation continue, au sein de nos centres de formation, nous privilégions beaucoup les travaux pratiques, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'argent à acheter des moyens et des maquettes pour faire des TP à nos collaborateurs. On va avoir un gros centre de formation à Cléon qui va être inauguré en mai l'année prochaine avec 12 machines qui sont des petites machines qui représentent les process que nous avons dans l'usine pour le moteur électrique. Et on va faire 2 tiers de pratique pour 1 tiers de théorie, parce qu'il faut bien aussi rappeler les bases de l'électrique. Donc oui, l'alternance, c'est important. Nous prenons aussi beaucoup d'alternants. Renault a une forte politique d'intégration d'alternants pendant leurs études. On est au-delà je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais qu'on est au-delà des quotas légaux parce qu'on croit beaucoup à l'alternance. Donc, j'imagine que Renault a un centre dédié à la formation où vous prenez un certain nombre de personnes qui viennent directement de l'extérieur. C'est quoi la proportion, le pourcentage, le nombre de personnes que vous formez comme ça avec une immersion sur, on va dire, une université d'entreprise dédiée? Alors, pour l'instant, le chiffre est assez faible parce que la politique, alors je parle de la France, hein, parce que dans d'autres pays, c'est beaucoup moins vrai. Aujourd'hui, dans nos centres de formation, on était assez tourné Renault, donc nous accueillons depuis 2 ans, nous avons accueilli dans notre centre de formation de Flins une centaine de collaborateurs d'autres entreprises pour faire bénéficier les petites et moyennes entreprises de la région de nos programmes de formation. Finalement, former aujourd'hui les jeunes en entreprise, c'est le système de l'alternance, hein, où on les accueille, ils sont avec des professionnels, ils sont dans nos lignes de fabrication, dans nos usines ou bien dans nos laboratoires. On a aussi une politique d'intervention de nos spécialistes dans les écoles, avec des professeurs qui interviennent en master, dans des écoles d'ingénieurs, sur l'ensemble de nos domaines de compétences. Beaucoup de conférences aussi. Eric, je crois que tu vas pouvoir compléter parce que tu es souvent sollicité aussi pour faire des conférences sur le 4.0. Mais c'est vrai qu'on est un vrai tournant de ce partenariat pour accueillir, à partir de septembre l'année prochaine, on accueillera dans notre centre de formation les jeunes du Bac+1 conducteurs d'installation moteur électrique dans notre centre de formation. Alors, mettons-nous à la place d'un professeur qui exerce en terminale, quelle que soit sa discipline, que ce soit STI ou économie-gestion, et qu'il est un élève désireux donc de réaliser une formation parce qu'il est passionné et veut intégrer le groupe Renault. Vous lui conseilleriez de faire quoi, plus particulièrement? Alors, en fait, on a toutes les formations qui sont liées à la mécanique, à l'électrotechnique, les automatismes. Aujourd'hui, moi, je ne connais pas de formations qui sont uniquement sur le 4.0 parce que vous l'avez bien compris, c'est complètement transverse à l'ensemble des métiers. Donc, ça rentre dans l'ensemble des écoles d'ingénieurs. Donc, on reste sur les domaines de la mécanique, de l'électricité, de l'électrotechnique. Est-ce que, Eric, tu veux compléter? Ouais, ce que je pourrais compléter, c'est que sur la data, aujourd'hui, dans toutes les écoles donnent une formation minimum intéressante sur la donnée, hein, qui nous permet, quand on prend un jeune, on est capable d'utiliser les savoirs qu'il a pour les jeunes ingénieurs, etc., les techniciens. Donc, sur cette partie-là, je pense que le virage, il a déjà été fait. Donc, quel conseil je pourrais donner? Pour moi, je pense que dans l'industrie, dans les usines, un jeune qui se dit
voilà, j'ai envie de démarrer et de me préparer pour intégrer une usine, bon, que ce soit Renault ou même dans l'industrie ailleurs. Je pense qu'il y a vraiment plein de transformations à réaliser. Et souvent, on a un peu une image un peu. Et réellement, on peut faire des carrières passionnantes. Donc, si c'est quelqu'un qui est attiré, on va dire, par le management, bah, au sein de l'industrie, effectivement, il aura les possibilités de s'épanouir. Mais sur la technique, l'utilisation de la donnée ou le développement dans les 15 années à venir, là, autour de l'électronique de puissance, de la technologie des batteries, etc., il va y avoir plein d'usines nouvelles qui vont se construire, dans lesquelles on a besoin de personnes ayant des formations comme je disais tout à l'heure, d'automaticiens, d'ingénieurs généralistes, ou de techniciens d'approvisionnement, etc. Enfin, je dirais il y a vraiment plein de possibilités de carrières différentes. J'aurais pas une réponse unique en disant voilà, c'est aujourd'hui, si voilà, j'ai moi-même des enfants qui qui se posent ces questions-là. C'est une réponse compliquée parce qu'il y a il y a plein de parcours intéressants en fait à faire. On a, Le seul conseil que je pourrais leur donner, c'est surtout de ne pas démarrer par le conseil, les activités de conseil. C'est la mode d'aller faire de la conseil en stratégie, machin, etc. Non, qu'ils fassent d'abord des opérations Vaughan. concrètes, etc. Voilà, et si un jour ils veulent basculer vers des activités de conseil, ils pourront le faire, mais c'est quand même sympa de faire soi-même des choses plutôt que de conseiller les autres. Voilà. Alors, il y a une question complémentaire sur la localisation. Donc, je pense que tout le monde ne sait pas que Cléon est au sud de Rouen, en Normandie. Quels sont vos autres lieux qui attirent le plus de ressources humaines chez Renault ou de je pense, Renault Group et à Alors, on a même assez de peu, connaître l'information? on a assez peu malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais d'usines dans des endroits très touristiques. Euh, mais voilà, c'est donc très joli, Rouen. C'est très joli, Rouen. mais voilà, mais par contre, moi j'ai travaillé plus de 10 ans à l'usine de Sandouville. Waouh, voilà, c'est passionnant, c'est une super région. Il y a plein de choses à faire dans le nord également. Oui, il y a les Hauts-de-France. Après, ce qu'on constate quand même, c'est que finalement, quel que soit le lieu d'études, hein, pour votre question, on est sur des BTS, des DUT techniques. Donc, en fait, ce qui est important, c'est d'aller sur vraiment de la technique. Alors, je n'ai pas forcément le nom exact de tous les diplômes, mais que ce soit BTS, que ce soit DUT, que ce soit école d'ingénieur, on a besoin de gens qui connaissent bien la technique. Et puis après, c'est surtout comment on rend nos jeunes mobiles, notamment ceux qui vont sur des BTS et des DUT, qui n'ont pas forcément envie d'aller dans les régions où il y a nos usines. Donc, même s'ils ne font pas un DUT ou un BTS à Rouen et qu'ils l'ont fait dans le centre de la France, si eux sont prêts à bouger vers les lieux de production, nous, on embauche des gens qui viennent de la France entière. Après, c'est le profil qui est intéressant. Au contraire, des gens qui sont mobiles et qui ont envie de bouger, c'est intéressant pour nous. Il y a une question sur la normalisation des données industrielles dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est un travail qu'on a fait nous-mêmes. Et on a utilisé une norme qui est en train de devenir un peu le standard mondial. Donc, on utilise le langage de cette norme qui s'appelle OPCUA pour coder les données. Mais nous, on a rajouté une couche supplémentaire, comme j'expliquais tout à l'heure, pour normer ce que c'est qu'une pompe, un robot, etc. Et ça, on met ça à disposition en open source, hein, on va dire, parce qu'on pense qu'il y a un vrai enjeu industriel européen de ne pas faire n'importe quoi et d'avoir une norme européenne sur cette partie-là. Et le deuxième point, c'est comme on pense aujourd'hui qu'on a une grosse avance sur cette connexion des données, hein, le premier mètre de la donnée dont je parlais tout à l'heure, on est en train de créer avec Atos une boîte d'informatique française et leur proposer finalement de commercialiser aux autres industriels, parce que j'ai eu plein de demandes en fait des personnes qui voulaient utiliser notre solution, mais on n'est pas, on vend pas en fait des activités informatiques. Donc en fait, c'est Atos qui est en train de récupérer ce qu'on a fait et qui va le commercialiser.
avec notre assistance, justement pour finalement être capable de capter les données. Après, j'imagine peut-être sur le stockage des données, il y a peut-être des questions sur est-ce que ce sont des données confidentielles, compliquées, etc. Donc oui, on crypte les données, oui, on les stocke dans des clouds à l'extérieur, mais on a très très peu d'enjeux d'utilisation de données sur la partie industrielle. Autant les données issues de nos voitures, ça intéresse plein de monde et puis on peut imaginer que des hackers vont intéresser ça. Les données vibratoires de l'axe 3 d'un robot ou du four de montée en compétence, il faut vraiment être quelqu'un de très, très pointu pour aller voler ces données-là, et il n'y a aucune utilisation externe à part quelqu'un qui a d'autres fours du même type, quoi. Et en général, malheureusement, on n'est pas très nombreux à avoir les mêmes équipements. Donc, pour les données industrielles, qui sont assez nombreuses, parce que aujourd'hui, moi, c'est plus d'1 milliard de données par jour de fichiers sources que l'on stocke. Il n'y a pas trop d'enjeux, on va dire, de vol de données. Il y a un enjeu de piratage éventuel, c'est-à-dire quelqu'un qui prendrait la main à distance sur mes robots, mes installations. Ça, oui. Donc là, on fait très attention à ça. Par contre, les données, entre guillemets, froides, sur lesquelles nous, on va faire de l'analyse de données, etc., il y a assez peu d'enjeux de propriété intellectuelle sur les données. Les algorithmes, oui, mais les données en elles-mêmes, non. Ce n'est pas du tout vrai, ce n'est pas du tout la même chose pour les données véhicules, bien sûr. Alors, peut-être une dernière question, puisque je vois que le temps qui nous est imparti est écoulé. Au-delà de la sécurisation données, est-ce qu'au niveau en particulier du top management et peut-être de vos ingénieurs les plus brillants, est-ce que vous avez une politique de sécurisation RH? C'est-à-dire tout faire pour que on va dire, vos cadres à haut potentiel et parmi les hauts potentiels, les plus à potentiel, ne puissent pas quelque part vous quitter avec une connaissance de l'entreprise et donc des secrets technologiques élevés et potentiellement, hélas, pouvoir basculer d'une manière ou d'une autre à la concurrence. Alors, par rapport à ça, la réponse est assez simple. En fait, compte tenu du contexte économique international et de la situation de Renault et de la baisse des ventes, on a fait beaucoup de départs encouragés ces dernières années. Donc, l'année dernière, on a eu un grand programme de départs encouragés sur lequel, au contraire, on a encouragé nos effectifs, principalement les Coblons, à quitter Renault pour diminuer nos frais fixes, compte tenu de la baisse finalement des volumes énormes qu'on a vécu suite à la crise. Et pour justement protéger une partie des personnes, on a toute une partie, à peu près entre 20 ou 30% de nos effectifs qui ne peuvent pas bénéficier de cette assistance au départ. Donc, je réponds à moitié à votre question. En fait, on protège nos emplois critiques en leur disant qu'ils n'ont pas le droit d'assistance au départ. Puis après, bien sûr, on a des dispositifs de rétention, on a des dispositifs, etc., qu'on suit spécifiquement, notamment dans mes équipes, pour s'assurer voilà, qu'ils ont toujours envie de travailler avec nous et de faire croître l'industrie automobile. Eh ben, je vous remercie vivement au nom de tous les collègues et toutes les personnes qui ont pu se joindre à ce webinaire. Je passe peut-être la parole à Béatrice, si tu avais un petit mot de conclusion et peut-être une annonce de nouvelles dates d'un webinaire utile aux enseignants. Oui, écoutez, vraiment grand merci pour cet échange, c'était passionnant. Merci Ilona Huthol et merci beaucoup Éric Marquiol et toi Frédéric Carluer. Je crois que là, on a vu l'intérêt de ce rapprochement entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise grâce aux ressources que vous nous avez transmises. Et donc, je voulais partager aussi aux participants que vous retrouverez le replay, vous retrouverez les slides, vous retrouverez la présentation dont nous a parlé Ilona Huthol qui est en ligne. Nous vous mettrons toutes les ressources à disposition. On va continuer à avancer. L'idée, c'est d'aller plus loin et de favoriser aussi des rencontres sur les sites, un site en termes de lieux industriels, mais également, ça peut être très intéressant sur les lieux de formation aussi des jeunes que vous recrutez.
Voilà, donc je vous souhaite à tous un très bel après-midi et je vous donne rendez-vous d'ores et déjà en 2022 parce que cette fois-ci, nous nous intéresserons à la construction et nous aurons le plaisir d'organiser un webinaire avec Kaufman Broad et nous vous tenons au courant, mais d'ores et déjà, nous vous invitons à ce prochain webinaire. D'ici là, belle fête de fin d'année à tous. Merci.